Bonjour et bienvenue sur le podcast vidéo du CERIF, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. On me dit souvent, presque sur le ton du reproche parfois, que dans mes travaux sur le frérisme, je ne prends pas suffisamment en compte la dimension démographique du projet des frères musulmans. Cette remarque est à la fois juste et injuste. Juste parce qu'en effet, logiquement, la transformation démographique et l'apport d'une immigration musulmane peut servir le projet de construction de la société islamique des frères musulmans. Mais pour ma défense, il faut reconnaître que les frères ne sont pas très explicites sur le sujet. À ce stade, mais cela peut changer dans le futur, les frères veulent créer une élite à partir de l'Europe et des sociétés occidentales. Or, une démographie galopante, une immigration trop forte venant des pays du Sud ne serait pas forcément un atout pour eux, car il n'est pas certain qu'ils puissent contrôler ces populations généralement non éduquées ou mal éduquées, qui pourraient créer de la violence. Or, la violence n'est pas ce qu'ils cherchent, car elle leur crée beaucoup de problèmes, entraîne des mesures de rétorsion policières, financières, qui ne leur sont pas favorables. Le programme est fait pour des sociétés pacifiées et relativement endormies. Il n'empêche, aborder cette question démographique est intéressante, d'autant qu'elle aussi est encore une question taboue. Heureusement, il y a quelques chercheurs rigoureux et courageux qui l'étudient. Nicolas Pouvremonti, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur général de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie que vous avez cofondé en 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la situation au regard de la présence étrangère en France et ensuite on verra la présence musulmane dans cette présence étrangère en France? Écoutez, la situation migratoire de la France aujourd'hui, elle a beaucoup de traits, mais le principal qui recouvre tous les autres, c'est qu'elle est radicalement inédite. C'est-à-dire qu'il est factuellement vrai d'affirmer qu'il n'y a jamais eu autant de personnes immigrées, autant de personnes descendantes d'immigrés, ni autant d'étrangers en France qu'aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer par définir les termes, parce qu'on a parfois tendance, par exemple, à confondre immigré et étranger. Un immigré, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger et qui peut avoir acquis ensuite la nationalité française sur le territoire national où elle réside. Donc, il y a des immigrés français et des immigrés étrangers, mais une personne immigrée reste décomptée comme immigrée même quand elle devient française, alors qu'un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française, qu'il soit né en France ou qu'il soit né à l'étranger. Pour appréhender le phénomène, le mieux est sans doute de s'arrêter sur la notion d'immigré. Il y a aujourd'hui en France 7,3 millions d'immigrés au sens strict, des immigrés de première génération, j'y reviens, des personnes qui sont nées étrangères à l'étranger. Cette population immigrée, elle a augmenté de 40% depuis le milieu des années 2000. Et il y a en addition à cela environ 11% de descendants d'immigrés en France, c'est-à-dire de deuxième génération de personnes qui ont au moins un parent immigré, ce qui fait que sur 2 générations, on a aujourd'hui en France environ 22% de la population qui est d'origine immigrée. Sur 2 générations. Sur 2 générations, sur absolument. Des gens et sur leurs enfants. C'est ça, tout à fait. Si on ajoute la 3e génération, les données de l'INSEE sont moins fines. On peut estimer qu'il y a au moins 10% de la population qui est descendante d'immigrés de 3e génération. Ça nous amène à environ un tiers. Mais enfin, il y a aussi évidemment des mariages mixtes qui existent. Donc la question est de savoir si on compte ou non cette 3e génération comme descendante d'immigrés. Et au-delà de ces aspects globaux, ce qui singularise la situation de la France aujourd'hui, au-delà des chiffres totaux et des moyennes, c'est aussi la nature de l'immigration qui est reçue dans notre pays. Plusieurs spécificités. D'abord, une spécificité géographique assez marquée. La France accueille l'immigration la plus africaine d'Europe. Donc, africaine, c'est à la fois originaire du Maghreb et de l'Afrique hors Maghreb. C'est 3 fois la moyenne de l'Union européenne, à titre de comparaison. Parmi ces immigrés originaires du continent africain, 6 sur 10 viennent du Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie. Mais ce qui est assez notable depuis les années 2000, au-delà de cette progression globale, c'est la progression encore plus marquée des populations immigrées originaires d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que le nombre d'immigrés originaires d'Afrique sahélienne, guinéenne ou centrale a doublé en France depuis l'an 2000, ce qui atteste aussi de la poussée démographique de cette partie-là du continent africain. D'autres spécificités, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Notre immigration est globalement moins intégrée au marché du travail qu'ailleurs en Europe. Elle est souvent plus pauvre en termes de pauvreté relative par rapport à la société d'accueil que chez nos voisins européens. Et il y a donc un ensemble de questions d'intégration qui se posent de manière spécifique. Mais avant de venir à la question de l'intégration, restons sur la description Bien sûr. de cette immigration. Alors forcément, et puis ça, je pense que ça nous amènera aussi
au cœur de notre sujet du jour. L'immigration en France a aussi cette particularité d'être largement originaire du monde musulman. Ça fait écho à ce que je disais. Pour des raisons historiques. Pour des raisons historiques. Et linguistiques, puisque... Et linguistiques, tout à fait, mais pas seulement. On sait qu'il y a par exemple une forte diaspora turque en France, donc il n'y a pas de lien historique ou linguistique spécialement marqué. On a vu progresser depuis l'an 2000, au-delà de l'immigration musulmane classique, c'est-à-dire originaire du Maghreb ou d'Afrique sahélienne, des immigrations venues d'ailleurs dans le monde musulman. Par exemple, depuis 2006, le nombre d'immigrés originaires du Moyen-Orient en France, c'est-à-dire qui viennent de Syrie, d'Irak ou du Yémen, a doublé. Ou du Liban. Le Liban est inclus aussi, effectivement. Il se trouve qu'on a une forte poussée de Syriens, même si moins marquée qu'ailleurs en Europe. On a reçu énormément d'Afghans en France. L'INSEE nous dit que les 3/4 des immigrés afghans qui vivent en France sont arrivés depuis 2016. Il y a aujourd'hui environ 100 000 Afghans sur le territoire national. C'est une spécificité qu'on a d'ailleurs par rapport à certains de nos voisins européens. Globalement, les réfugiés, les demandeurs d'asile syriens sont plus nombreux que les Afghans en Europe. En France, le rapport de force est inversé, c'est-à-dire qu'il y a plus d'Afghans que de Syriens dans nos réfugiés. Et donc ça, c'est effectivement une spécificité forte, et elle implique assez largement la transformation du paysage religieux de la France à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire que la France compte la plus forte population musulmane d'Europe. Alors, l'estimation de l'affiliation religieuse, elle est toujours difficile. Sans doute que l'un des moins mauvais instruments dont on puisse disposer, c'est celui issu de l'enquête Trajectoire et Origine, qui est menée à peu près tous les 10 ans par l'INSEE et par l'INED conjointement, et qui nous dit qu'on avait en 2020 environ 10% de personnes qui se déclarent musulmanes en France. Alors peut-être on peut s'arrêter sur ce point-là. On dit qu'il n'y a pas de statistiques ethniques ou religieuses en France. Alors c'est faux. Ce qui est interdit en France, ce sont les statistiques ethniques au sens... pour employer un terme inadapté, au sens racial du terme, telles qu'elles existent dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire qu'on ne demande pas au moment du recensement, êtes-vous d'origine immigrée, à quelle race appartenez-vous, etc. C'est ça. On ne demande pas comme au Royaume-Uni, est-ce que vous vous identifiez comme blanc britannique ou noir caribéen ou asiatique pakistanais. Ces questions-là n'existent pas dans le recensement. Il y a d'autres questions qui existent. Donc, on utilise des voies détournées pour estimer la population religieuse. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est un ensemble d'appareils statistiques sur l'origine migratoire des populations sur 1, 2, 3 générations. Donc, s'ils viennent ou non d'un pays musulman. C'est ça, absolument en particulier. Tout cela existe. Tout cela est entretenu par l'INSEE en tant qu'institution publique. Donc, c'est parfaitement tracé et officiel. Il n'y a rien de caché en la matière. Les statistiques religieuses au milieu de ce champ sensible appartiennent sans doute au sensible du sensible. Et donc, on a des actualisations assez rares en la matière. Mais cette enquête Trajectoire et Origine, qui est menée tous les 10 ans, donc à intervalles assez espacés, elle prend en compte cette dimension de ce qu'elle appelle la diversité religieuse de la France. Alors, c'est une enquête INSEE-INED. C'est ça, qui sont donc 2 institutions publiques. L'INSEE, c'est l'Institut national pour les statistiques économiques qui produit la statistique publique en France. Et l'INED, l'Institut national des études démographiques, produit un certain nombre d'études sur l'ensemble des champs de la démographie, l'immigration, la natalité, et ce ne sont pas des sondages. Alors là aussi, peut-être faire la différence. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas des sondages. Néanmoins, l'INSEE et l'INED procèdent par enquête. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui s'apparente un peu au sondage, mais ce ne sont pas des sondages, ce sont des études scientifiques menées par les instituts de la statistique publique, avec l'ensemble des moyens dont elles disposent, qui se recoupent avec les données du recensement, qui, elles, sont des données un peu plus institutionnelles. Donc, il y a à la fois les données du recensement et d'autres enquêtes complémentaires, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Il y a des enquêtes, donc l'enquête Trajectoire et Origine. On pourrait citer l'enquête Emploi, qui est aussi menée par l'INSEE. Donc, finalement, les différents canaux de données de la statistique publique convergent et permettent d'établir des estimations. Juste sur cette enquête Théo, qui quand même fait parler, quelles sont les méthodes de collecte de ces données? Alors, il y a plusieurs choses en la matière. Il y a une dimension d'enquête. Il y a aussi une dimension d'accès à certaines données fines du recensement. L'accès aux données en France est quelque chose de très corseté, dirons-nous. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des raisons qui tiennent parfois au secret statistique, c'est-à-dire que si on veut des données très précises sur la population immigrée de telle origine dans telle commune, parfois on va opposer le secret statistique qui vise à protéger l'identité des personnes. Mais on a ces données collectées par l'INSEE au niveau du recensement. C'est ça. Mais on va les compléter avec quel type d'enquête? C'est ça ma question. Alors, il y a des enquêtes de type qui tiennent un peu du sondage, finalement, c'est-à-dire qu'on va poser des questions. Vous voyez, typiquement, quand on demande, dans le cadre de l'enquête Trajectoire et Origine, d'abord aux gens, quelle est leur affiliation religieuse? Est-ce que cette religion
est selon eux une dimension constitutive de leur identité? Est-ce qu'ils ont été élevés dans un foyer où la religion avait beaucoup d'importance? Toutes ces questions-là, elles ne s'obtiennent que par des questions. Précisément, les réponses à ces questions ne s'obtiennent que par des questions. Par téléphone, en personne, comment ça se passe dans Alors, l'enquête Théo? ça dépend vraiment des volets de l'enquête TNO. Ce qui est certain, c'est qu'on se fonde dans la matière sur une démarche déclarative. C'est vraiment une démarche déclarative. Comme pour n'importe quel sondage, alors. C'est ça. Il y a une démarche d'enquête. Alors, qui a je dirais, tous les attraits de la rigueur scientifique. On peut discuter de certains biais idéologiques qui existent, notamment à l'INED et notamment sur les sujets d'immigration, qui ont été très présents depuis les années 90. Alors, un biais idéologique dans la formulation des questions? Alors d'abord dans le choix des questions qu'on pose, et puis ensuite dans le regard d'analyse scientifique qui est porté sur le résultat de certaines de ces questions. Pendant assez longtemps, l'expertise publique en matière d'immigration est restée prisonnière d'une vision qu'on pourrait qualifier de rassuriste, pour employer au vocabulaire des sujets environnementaux, qui consistait à considérer qu'il n'y avait pas vraiment de problème, que si ces problèmes existaient, ils n'étaient pas graves, que s'ils étaient graves, ils seraient voués à se résoudre naturellement par le passage du temps et par un processus d'intégration qu'on imaginait naturel. Et instinctif. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de travaux de l'INED et de chercheurs, de figures de l'INED qui ont incarné finalement cette vision-là. Malgré tous ces défauts, l'enquête Trajectoire et Origine, elle présente le mérite d'objectiver une situation de manière relativement fiable, et simplement elle est la seule sur le marché, si je puis dire, et donc elle nous permet quand même de dire un certain nombre de choses, et elle est précieuse. On pourrait espérer qu'elle soit produite de manière plus régulière, une fois tous les 10 ans, c'est un peu long. On pourrait espérer que d'autres questions soient ajoutées, mais déjà son existence et les données qu'elle permet d'obtenir sont assez uniques dans le paysage des études migratoires en France. Passons alors au résultat de cette enquête Théo. Écoutez, alors il y a plusieurs dimensions. Ce qui est certain sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que c'est sans doute l'enquête la plus riche qu'on trouve sur les liens entre immigration et paysage religieux de la France. Et de ce point de vue-là, il y a un premier graphique qui me semble intéressant de vous montrer et qui objective une évidence, mais une évidence qui mérite d'être rappelée. En France, la quasi-totalité des personnes qui se déclarent musulmanes, des musulmans, sont soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés. Première génération. C'est ça. Alors, sur la première génération, on avait en 2020 44% des immigrés vivant en France qui se déclaraient musulmans. Sur la deuxième génération, ce qu'on appelle les descendants d'immigrés, on avait 32% de personnes qui se déclaraient musulmanes, contre à peine 1% des personnes sans ascendance migratoire directe, c'est-à-dire qui n'étaient ni immigrées elles-mêmes, ni descendantes d'immigrés. C'est-à-dire des convertis. Alors, soit des personnes converties, soit des personnes qui sont des descendantes d'immigrés de troisième génération. Il y a aussi cet effet-là qui se consolide dans ce pourcentage. Mais en tout cas, la quasi-totalité des musulmans aujourd'hui en France sont soit immigrés de première génération, soit descendants d'immigrés de deuxième génération. Et il y a par ailleurs cette troisième génération qui est prise en compte dans les personnes sans ascendance migratoire directe. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce que ça veut dire première génération? C'est les gens qui sont arrivés grosso modo au cours des 20 dernières années. Oui. La deuxième génération, c'est ceux qui sont nés quand justement. Alors, pour avoir une idée de... Il y a une sédimentation progressive, c'est-à-dire que dans ces immigrés de première génération, il y a des gens qui ont pu arriver dans les années 50, 60, qui vivent toujours sur le territoire national, mais il y a aussi des gens qui sont arrivés beaucoup plus récemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population la plus immigrée, au sens de population née étrangère à l'étranger, la plus nombreuse en France, c'est la population originaire d'Algérie. Il y a environ 900 000 immigrés de première génération originaires d'Algérie, et la moitié sont arrivés après l'an 2000. Donc on voit qu'au-delà de l'immigration algérienne historique qui a pris corps dans les 30 Glorieuses, il y a un phénomène d'accélération et de poursuite des flux qui existe aussi depuis les 2 dernières décennies. Et ce que je veux dire, c'est que quand on parle de première génération, on parle aussi bien de gens qui sont arrivés à 16 ans... On parle de tous les âges. ...que quelqu'un qui a aujourd'hui 80 ans. C'est ça, on parle de quelqu'un qui a 20 ans et qui est arrivé il y a 2 ans, voilà. Et on parle de quelqu'un qui a 80 ans et qui est arrivé dans les années 60. Donc pour qu'on ait une troisième génération, il faudrait que les primo-migrants soient arrivés quand ? Alors, ça impliquerait que, on a tendance à considérer qu'une génération, ça dure environ 20 ans, ça implique que les premiers immigrés soient arrivés
dans les années 50-60, qu'il y a eu une deuxième génération dans les années 80, et on sait qu'il y a eu une forte émergence de cette deuxième génération dans les années 80, et qu'il y ait donc une troisième génération qui soit née dans les années 90-2000. Donc cette troisième génération, elle existe. Donc cette troisième génération, elle compte pour 1% des musulmans ? Alors non, ce qui compte pour, je vais reprendre ma formule, 1% des personnes sans ascendance migratoire directe, c'est-à-dire 1% de la population totale en France qui n'est pas immigrée et qui n'a pas de parents immigrés, se déclare musulmane. Et dans ce pourcent-là, il y a notamment l'effet de cette troisième génération qui est décomptée comme sans ascendance migratoire directe, parce qu'effectivement, elle n'a pas de parents immigrés, elle a potentiellement des grands-parents immigrés. Et il y a aussi dans ce pourcent de personnes sans ascendance migratoire qui se déclarent musulmans, des convertis. Mais aujourd'hui, ça me semble important d'expliquer que on ne peut pas penser la question de l'islam en France sans penser la question de l'immigration, et que la quasi-totalité des musulmans sont soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés. Donc le phénomène de conversion, il existe, mais il n'explique pas la trajectoire démographique globale de l'islam en France, qui est de manière très, très nette et très attestée, corrélée à celle des flux migratoires. Et sur 2 générations seulement ? Parce que c'est ça que ça veut dire au fond. Si les troisièmes générations rentrent dans ces 1% avec les convertis et les autres, ça veut dire que les petits-enfants des immigrés musulmans arrivés dans les années 60, qui n'étaient pas très très nombreux, c'est vrai, ne se sont pas déclarés musulmans. Ou alors ils étaient très 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 peu nombreux. En fait, il y a aussi, et c'est heureux, dans cette troisième génération, un phénomène d'intermariage qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes d'endogamie tracés dans certaines immigrations, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais parmi les gens qui ont par exemple un grand-parent immigré originaire d'Algérie ou du Maroc, ils seront décomptés comme descendants d'immigrés de troisième génération. Pour autant, peut-être que leurs parents n'étaient pas musulmans et qu'eux-mêmes ne se déclarent pas comme musulmans. Mais vous soulevez un point intéressant qui est celui de la transmission religieuse d'une génération à l'autre. Là aussi, les données trajectoire et origine nous permettent de dire un certain nombre de choses. Ce sera l'occasion de montrer un graphique à ce sujet. En France, 91% des personnes élevées dans un foyer musulman où on pratique l'islam continuent de revendiquer la religion de leurs parents à l'âge adulte. 91%. Donc il y a un phénomène de transmission religieuse très fort. À titre de comparaison, c'est seulement 67% des personnes élevées dans des foyers catholiques. Donc en fait, la façon dont les flux migratoires jouent sur la démographie de l'islam en France, elle prend 3 canaux différents. Le premier, c'est la poursuite et l'accélération des flux migratoires en provenance du monde musulman. Peut-être un autre graphique. Nous avions eu l'occasion de nous intéresser à l'Observatoire de l'immigration, à la répartition par nationalité des bénéficiaires d'un premier titre de séjour et des demandeurs d'asile en 2022 et 2021. On a pu donc aller de manière assez détaillée. Il en ressort que 72% des bénéficiaires d'un premier titre de séjour en 2021, parmi les 20 premières nationalités disponibles, qui sont celles sur les 20 premières nationalités les plus nombreuses, qui sont celles sur lesquelles on a ces données, 72% sont originaires d'un pays à majorité musulmane. Donc les 3/4 de cette immigration légale par titre de séjour viennent du monde musulman au sens large. Et du côté des demandeurs d'asile en 2022, c'était les 2/3, 61% des primo-demandeurs d'asile. Donc qu'on regarde les titres de séjour ou l'asile, on se rend compte qu'il y a une forte présence du monde musulman qui continue à nourrir finalement la démographie de l'islam en France. Donc ça, c'est le premier canal. Le deuxième canal, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler la natalité différenciée de certaines populations immigrées en France. De ce point de vue-là, je vais montrer un autre graphique. On dispose de données de l'INSEE sur l'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme des femmes si elles poursuivaient dans la trajectoire de fécondité constatée sur une année donnée. Et on se rend compte que cet indice de fécondité pour les femmes nées dans les pays du Maghreb, il est supérieur de moitié à celui des femmes nées en France. Et si on regarde... Donc cette première génération fait plus d'enfants que la deuxième génération, pour parler clair. Alors, dans les femmes nées en France, c'est vraiment l'ensemble des femmes nées en France, qu'elles soient nées en France de parents eux-mêmes nés en France ou nées en France de parents immigrés. Ce qu'on constate sur plusieurs générations, c'est qu'il y a plutôt un phénomène de convergence, c'est-à-dire qu'effectivement, on a globalement moins d'enfants à la deuxième génération qu'à la première. Cette convergence, elle est parfois lente, notamment dans certaines immigrations.
Et ces effets démographiques sont en quelque sorte annulés par la poursuite des flux migratoires en parallèle, qui fait qu'il y a une nouvelle première génération qui arrive, parce que voilà, le nombre annuel de premiers titres de séjour accordés dans notre pays est aujourd'hui quasiment le triple de ce qu'il était à la fin des années 90. Le nombre annuel de premières demandes d'asile que nous recevons, il est le triple de ce qu'il était à la fin des années 2000. Donc finalement, l'arrivée de cette première génération qui, on l'a dit, cette nouvelle première génération qui est largement originaire du monde musulman, gomme en quelque sorte les effets démographiques liés au fait qu'il y a une moindre natalité dans la deuxième génération. Alors ça veut dire quoi? C'est combien d'enfants par femme pour ces nouveaux primo-migrants? Alors, pour ce qui est des femmes nées au Maghreb, l'INSEE estime qu'il y a environ un indice de fécondité qui est de l'ordre de 2,5 enfants par femme, contre 1,7 enfants par femme pour les femmes nées en France. Donc, vous voyez, c'est supérieur de moitié. Ça paraît pas beaucoup sur le papier. Alors, en fait, cet écart de moitié, même s'il ne paraît pas beaucoup pris à l'échelle individuelle, il implique des distorsions dans la natalité qui ensuite se consolident de manière collective et qui ont des implications fortes. Est-ce que vous pouvez expliquer oui, ça? Non, bien sûr. C'est un peu Alors, technique. Pour prendre un chiffre qui, cette fois-ci, est issu du Pew Research Center. Alors, le Pew Research Center, vous connaissez, évidemment, c'est un centre d'études, notamment sur la démographie religieuse, qui fait autorité dans son domaine. Et qui international, qui est américain. Hein, c'est ça, absolument. Et qui avait estimé en 2017 qu'en moyenne, en Europe, les femmes musulmanes avaient un enfant de plus que les femmes non musulmanes, en moyenne. Donc ça, évidemment, ça ne transforme pas le paysage religieux d'un pays en un claquement de doigts, mais ça a évidemment des implications fortes par l'ampleur collective du phénomène et par le fait, j'y reviens, que les flux migratoires se poursuivent en parallèle. Absolument. Donc il y a donc l'accélération des flux, la plus forte fécondité des femmes immigrées originaires du monde musulman. Pour ce qui est des femmes nées en Afrique hors Maghreb, l'indice de fécondité en France est de 3,3 enfants par femme, donc c'est le double des femmes nées en France. Il y a dans ces femmes des ressortissantes de pays majoritairement chrétiens, mais il y a aussi des pays musulmans, hein, évidemment, les pays du Sahel, la Guinée, le Sénégal, le Mali. Et il y a donc un troisième facteur à côté de ces deux premiers qui explique l'impact de l'immigration. C'est effectivement cette transmission plus forte de l'islam dans les foyers immigrés musulmans que la transmission religieuse qu'on observe auprès d'autres populations. Et de ce point de vue-là, je peux peut-être me permettre de citer ce que dit précisément l'INSEE sur la base de cette étude trajectoire et origine. L'INSEE nous dit, je cite, « Les immigrés venant de pays de tradition musulmane sont les plus inscrits dans la religion, tandis que ceux originaires de pays européens à dominante chrétienne ou d'Asie déclarent moins souvent une affiliation. Par ailleurs, les immigrés sont proportionnellement 2 fois plus nombreux à s'affilier à une religion que les personnes sans ascendance migratoire. » Et donc voilà, on voit qu'il y a ces 3 facteurs corrélés à la question de l'immigration, les flux en eux-mêmes, la natalité différenciée et la transmission plus forte de la religion dans les foyers, qui explique comment l'immigration nourrit la démographie de la religion musulmane en France. Alors là, on a décrit... est-ce que vous avez des chiffres maintenant à nous proposer ? Écoutez, alors le chiffre global aujourd'hui, le plus récent que nous ayons, c'est celui de l'INSEE en 2020, environ 10% de personnes qui se déclarent musulmanes en France. C'était 8% à la précédente enquête TNO qui datait de 2009. Disons que là, ce 10%, il porte sur la population métropolitaine âgée de 18 à 60 ans, mais si on l'extrapole sur l'ensemble de la population, 10% de musulmans aujourd'hui, ça fait environ 6,5 à 7 millions de musulmans sur le territoire national, étant entendu qu'il s'agit là d'une moyenne qui recouvre des réalités assez différentes par classe d'âge. On n'a pas cette granularité par classe d'âge dans ce qui a été publié jusqu'à présent de l'enquête TNO. Et puis on n'a pas les moins de 18 ans, alors qu'on sait que justement ils sont plus nombreux. Mais là où on peut avoir un indice néanmoins, c'est si on regarde la part des descendants d'immigrés parmi par exemple les 0,4 ans, c'est-à-dire la tranche d'âge la plus jeune dans les données de l'INSEE. Parmi les 0,4 ans, on a environ un quart de descendants d'immigrés de 2e génération, c'est-à-dire de gens qui ont au moins un parent immigré. Et parmi ceux-ci, la majeure partie sont originaires du continent africain, Maghreb ou Afrique hors Maghreb, dans lequel il y a notamment des pays musulmans, le Mali, le Sénégal, la Guinée. Donc évidemment, ça ne rentre pas dans le champ des 10% parce que là, il s'agit encore d'enfants, mais ça implique néanmoins, compte tenu de ce qu'on vient de dire, de la transmission religieuse très forte de l'islam dans les foyers musulmans, que ces 10% sont en réalité beaucoup plus dans les classes d'âge jeunes et beaucoup moins dans les classes d'âge plus âgées. Et donc ça a des implications assez fortes. Et peut-être une autre implication qui mérite d'être soulignée, au-delà de cet aspect quantitatif, c'est finalement
un impact, j'allais dire qualitatif, dans le sens sur la nature de l'islam pratiqué aujourd'hui en France. Un indicateur intéressant là-dessus, c'est le port du voile, qui est finalement le symbole d'une orthopraxie assez affirmée et d'une dimension de la religion comme constitutive de l'identité de la personne. Là, si on s'intéresse aussi aux enquêtes trajectoire et origine menées, j'y reviens, à 10 ans d'intervalle, 2009-2020, on se rend compte que la part des femmes musulmanes en France qui portent le voile a augmenté de moitié. En 2020, selon donc l'INSEE et l'INED, 26% des femmes musulmanes en France portaient le voile, c'était 18% en 2009. Et ce qui est assez notable pour le coup, c'est que c'est une augmentation qu'on constate dans toutes les origines immigrées originaires du monde musulman, le Maghreb, Turquie et Moyen-Orient, Afrique subsaharienne, chez les immigrés comme chez les descendants d'immigrés, mais de manière assez différenciée. Là où l'augmentation est la plus nette, c'est chez les femmes musulmanes originaires d'Afrique subsaharienne. Par exemple, la part des femmes immigrées musulmanes en France d'Afrique subsaharienne qui portent le voile a doublé en 10 ans, alors qu'elle a augmenté de moitié ailleurs, donc elle a augmenté 2 fois plus vite qu'ailleurs. À quoi ça tient? De manière assez nette, ça tient à ce que, par les phénomènes de capillarité propres aux diasporas, les flux migratoires importent dans les populations immigrées en France les tendances de l'islam qui sont à l'œuvre dans les pays d'origine. On sait qu'il y a un fort mouvement d'islamisation, de réislamisation des sociétés sahéliennes, où on a longtemps pratiqué une forme d'islam plutôt syncrétique, dirons-nous. Et ben, ce phénomène d'islamisation des sociétés sahéliennes, il se reporte finalement dans les populations immigrées originaires de ces pays-là, et il implique que, par exemple, le port du voile qui augmente fortement dans les pays d'origine, augmente aussi en France dans les diasporas qui sont originaires de ces pays-là. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincue d'ailleurs par cet argument du transport de la norme de l'Afrique à l'Europe. Je pense au contraire qu'il s'est d'abord transporté en Afrique avant de revenir en Europe. Le voilement, c'est plutôt un phénomène diasporique en réalité, qui s'est ensuite transporté dans les pays d'origine, souvent par les descendants d'immigrés qui revenaient au bled, et ensuite qui revient. Mais n'y a-t-il pas, et là vous en savez plus que moi Florence, dans les pays d'origine en question, un travail fait sur place par des forces extérieures à ce pays, évidemment. Après, la graine est plantée, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un Tariq Ramadan qui va au Sénégal, eh bien, ça a des effets. Et donc, les primo-migrants venus du Sénégal portent le voile. Oui, ou localement... Mais c'est pas, je veux dire, j'insiste sur ce point parce que c'est pas un effet de la tradition qui se serait transporté dans la modernité européenne. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je me permettais d'indiquer que ces sociétés venaient d'un islam très différent de celui qui tend à être pratiqué aujourd'hui, plus syncrétique. Si on se transporte 30 ou 40 ans en arrière, effectivement, c'était un islam syncrétique. Absolument, qu'elles ont fait l'objet d'un processus d'islamisation, d'orthopraxie venu globalement de l'extérieur. Alors, le rôle que vous connaissez en la matière. Et donc, ce que vous soulignez là, c'est une croissance du voile, en particulier chez les subsahariens. C'est ça, une croissance qui se vérifie dans toutes les origines migratoires, chez les immigrés comme chez les descendants d'immigrés musulmanes, mais qui est spécialement marquée chez les musulmanes originaires d'Afrique subsaharienne. Dans les autres immigrations, elle progresse de manière assez équitable, si je puis dire, entre les différentes origines migratoires, et dans la première comme dans la deuxième génération. Ce qui tend aussi... Mais beaucoup moins fort. Quand j'ai regardé les chiffres de Théo montrent qu'on n'est pas à 25% dans la deuxième génération. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a plutôt un phénomène de baisse, mais que l'écart entre la première et la deuxième génération n'implique pas que la part des descendants d'immigrés qui portent le voile n'ait pas augmenté en 10 ans. Bien sûr, ça a augmenté partout, mais moins fort. C'est ça, mais moins fortement. L'origine migratoire où le voile est le plus répandu, c'est la Turquie et le Moyen-Orient. Ce qui a d'ailleurs beaucoup à voir aussi avec, par exemple, le rôle des femmes dans la diaspora turque. On a là, sur les dernières données de l'INSEE qui datent de 2021, quasiment 65% des femmes ressortissantes turques en France de plus de 15 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Donc il y a un phénomène de femmes au foyer très fort, notamment dans la diaspora turque. Et c'est corrélé avec le port du voile. Absolument. Et ce que nous explique l'INSEE, c'est que le port du voile est nettement plus fréquent chez les femmes immigrées inactives. Donc finalement, ça fait partie d'un continuum culturel global qui est celui de la femme au foyer, qui n'apparaît pas dans l'espace public ou alors de manière protégée finalement. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve notamment dans la diaspora turque. Et à partir du moment où on est marié, on a plus tendance, j'imagine, à porter le voile. C'est ça, effectivement. Les femmes en couple ont aussi plus tendance à porter le voile. Ça s'est tracé dans les données de l'INSEE. Ce qui implique aussi de relativiser le discours aujourd'hui très présent selon lequel
le voile est la plupart du temps un choix. On se rend compte qu'en vérité, Oui. Ça, voilà, c'est un choix très, très incité, dirons-nous, parce qu'il est fortement corrélé à l'incrustation dans une structure familiale et à une vision très domestique et privée du rôle de la femme. Donc il y a un autre indicateur de l'influence de la norme religieuse, c'est les unions mixtes ou non. En fait, la difficulté à laquelle se heurte la statistique publique en la matière, c'est que est comptée comme une union mixte, par exemple, l'union entre deux descendants d'immigrés originaires de deux pays musulmans voisins. C'est-à-dire qu'un descendant d'immigrés algériens qui épouse une descendante d'immigrés marocaine, c'est une union mixte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme plus large d'endogamie, en l'occurrence d'endogamie religieuse. C'est assez intéressant. Donc quand on dit, ça veut dire que quand on dit oui, mais il y a beaucoup de mariages mixtes, donc c'est un facteur d'assimilation, etc. En fait, on ne compte pas les bonnes choses. C'est-à-dire que est-ce que ce sont des unions mixtes en termes culturels ou en termes religieux? Oui, c'est ça. Et la difficulté, c'est que la statistique publique, pour ce qui est des mariages, ne va pas jusqu'à ce niveau-là de mariage entre personnes qui déclarent une affiliation religieuse différente. Mais si on regarde le spectre des immigrations en France, parce qu'il y a des trajectoires vraiment très différentes, on se rend compte qu'il y a vraiment des réalités très éloignées en la matière. Pour prendre les deux bouts du spectre, si je puis dire, on a en France à peine 15% des descendants d'immigrés d'Asie du Sud-Est, donc vous voyez des enfants d'immigrés vietnamiens, cambodgiens, laotiens, qui épousent un conjoint de la même origine qu'eux ou qu'elles. Et à l'inverse, on a plus de 80% des jeunes femmes d'origine turque, par exemple, qui épousent un conjoint turc ou d'origine turque. Ça, donc elles appliquent l'interdit religieux de se marier avec un époux non musulman. Alors il y a effectivement cette dimension religieuse, et je pense qu'il y a aussi dans le cas turc une dimension ethnique affirmée. C'est-à-dire que au sein du monde musulman en France, il y a des fractures qui sont nettes et qui existent. L'une des plus marquées d'entre elles étant sans doute celle de ce que Jérôme Fourquet appelle l'isola turc. C'est-à-dire que la population turque en France, y compris dans ses pratiques religieuses, tend à vivre parfois dans une forme de vase clos, y compris par rapport aux autres musulmans. On sait qu'il y a des mosquées turques, par exemple, où les prêches sont en turc, avec souvent des imams détachés par le gouvernement turc. Et il y a finalement assez peu d'intermariage entre des Turcs ou des descendants d'immigrés turcs et d'autres musulmans. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces fractures qui renvoient à la question migratoire et qui montrent que si la question migratoire est liée à la question religieuse, à l'inverse, la question religieuse n'efface pas les lignes de différenciation qui peuvent exister au sein de populations immigrées qui viennent pourtant toutes du monde musulman. Bien sûr, mais là, si on s'intéresse à la norme islamique et à son influence, on est quand même obligé de voir que l'interdit de se marier à l'extérieur de la communauté religieuse, donc islamique, est quand même très bien respecté. En tout cas, on constate dans les populations immigrées originaires du monde musulman un niveau d'endogamie plus fort que dans d'autres immigrations, y compris d'autres immigrations extra-européennes. Je vous citais le cas des immigrés et descendants d'immigrés d'Asie du Sud-Est. Et donc, on ne peut pas ne pas postuler que le facteur religieux, avec la dimension d'obligation au mariage avec une personne qui partage la même religion, joue un rôle en la matière. Il y a sans doute d'autres facteurs. J'évoquais le cas turc qui montre que le facteur religieux n'explique pas tout, mais on ne peut pas ne pas voir qu'il explique au moins en partie ce phénomène. Bien sûr, parce qu'effectivement, on peut invoquer des raisons religieuses qui, en réalité, masquent des préférences pour un mariage à l'intérieur, enfin pour les cousins ou à l'intérieur d'une ethnie, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a des chiffres plus précis pour les Maghrébins? Vous avez parlé des chiffres pour les Turcs en termes d'endogamie maghrébine. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. De mémoire, pour certaines origines migratoires maghrébines, on a un niveau d'endogamie qui est de l'ordre de 50 ou 60%. Je parle sous toute réserve car je n'ai pas les chiffres sous les yeux. C'est moins marqué que pour l'immigration turque, par exemple, mais c'est beaucoup plus marqué que pour d'autres immigrations, y compris extra-européennes. La question qui se pose aussi... Mais alors, 50-60% se marieraient donc avec des Maghrébins? C'est ça? Des Maghrébins se marient avec des Maghrébins? Avec des personnes du même pays d'origine qu'elles. Oui, c'est ça, mais on ne sait pas si... C'est ça, c'est-à-dire que les données d'endogamie de l'INSEE sont vraiment par pays d'origine ou par grande région d'origine dans le cas d'Asie du Sud-Est. Mais donc ça veut dire que les données Théo ou INSEE n'ont pas, en tout cas les analyses, n'ont pas regardé le niveau d'endogamie de la communauté musulmane. Elles n'ont fait que regarder... C'est ça, elles ont regardé par origine migratoire. De ce point de vue-là, il y a aussi... sans doute certains mythes à déconstruire autour, effectivement, par exemple, du nombre de mariages mixtes que vous citiez.
on nous dit qu'il y a beaucoup de Français qui épousent des étrangers, ou des étrangères en l'occurrence, ce qui est vrai. Il n'en demeure pas moins que souvent dans ces mariages mixtes, il y a une dimension endogame quelque peu cachée, dans le sens où un Français d'origine étrangère va épouser une étrangère originaire du même pays d'origine que ses parents. Et de ce point de vue-là, il serait utile, et c'est une donnée par exemple que le ministère de l'Intérieur gagnerait à partager à mon sens, d'avoir des données plus fines sur les titres qu'on appelle conjoints de Français. Vous voyez, aujourd'hui, l'immigration en France, c'est dans les 336 000 premiers titres de séjour accordés l'an dernier, niveau record, on a un tiers d'immigration étudiante, dont une partie repart, une partie reste. Un quart d'immigration familiale, qui reste la plus nombreuse dans les stocks de titres de séjour, c'est-à-dire parmi les gens qui restent et qui s'installent, et ensuite un 6e d'immigration économique, un 6e de titres humanitaires liés à l'asile. Dans cette immigration familiale, le regroupement familial au sens strict, c'est-à-dire une personne étrangère qui fait venir sa famille de l'étranger parce qu'elle est en situation régulière, a vécu un certain temps en France, remplit les critères de ressources, de logement, etc., ça n'est plus aujourd'hui qu'une part minoritaire. La part la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les familles de Français, et notamment à l'intérieur de ces familles de Français, les conjoints de Français, c'est-à-dire les étrangères ou les étrangers qui épousent un Français ou une Française et qui, sous réserve d'un certain nombre de critères, obtiennent un titre de séjour en France sur cette base-là. Moi, je pense que ça serait intéressant d'avoir, par exemple, des études du ministère de l'Intérieur sur le profil des mariages dans lesquels ces titres conjoints de Français sont donnés, parce qu'il y a beaucoup de raisons quand même de postuler qu'une part d'entre eux relève d'une forme d'endogamie cachée, si je puis dire, puisqu'il y a ce phénomène de retour vers des conjoints issus des pays d'origine des parents. Connu. Il y a une autre aussi chose qu'on ne voit pas bien, c'est le fait que même quand il y a des mariages mixtes, c'est-à-dire un issu de l'immigration deuxième génération avec un Français d'origine française, celui-ci se convertit. Si c'est un homme, il est plus ou moins obligé de se convertir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va pratiquer, etc., mais en tout cas, il va contribuer à la transmission aux enfants de la norme islamique. Non, alors ça c'est un phénomène que vous connaissez mieux que moi, Florence. Je comprends que ça fait effectivement partie des normes islamiques, c'est-à-dire que il me semble qu'un homme musulman peut épouser une non-musulmane sans qu'elle se convertisse nécessairement, mais les enfants sont censés être élevés dans la religion musulmane. Et à l'inverse, une femme musulmane, si elle épouse un non-musulman, cela implique que l'homme se convertisse et aussi que les enfants soient élevés dans la norme musulmane. Et c'est une pratique qui est peu connue parce que certains disent je vais me convertir comme ça, je vais être accepté par ma belle famille. Mais en réalité, ça implique une transmission de la norme islamique et non de la religion du père. Donc, tout à fait. Et cette importance sur la transmission, ça renvoie à ce que je disais de la plus forte transmission religieuse de l'islam dans les foyers musulmans, 91% d'une génération à l'autre contre 67% pour les foyers catholiques. Et ça renvoie peut-être aussi à l'importance donnée à la religion dans ces foyers. C'est-à-dire que 43% des personnes élevées dans des foyers musulmans indiquent que la religion avait un rôle important ou très important dans leur famille, contre 14% des personnes élevées dans des foyers catholiques. Donc cette présence de la religion comme norme structurante, y compris sur le plan familial, elle joue forcément un rôle, cette orthopraxie, elle joue forcément un rôle dans la transmission religieuse plus forte d'une génération à l'autre. Alors je suis surprise par ce chiffre qui me paraît assez bas. 43%, vous avez dit ? C'est ça, qui est un chiffre issu de l'enquête Trajectoire et Origine. Parce que dans 90% des familles musulmanes sociologiques, pas forcément pratiquantes, elles mangent halal. C'est d'ailleurs la façon dont on peut identifier une population musulmane sociologique, qu'elle soit pratiquante ou pas, c'est la frontière du halal. Donc je suis très étonnée que un comportement alimentaire quotidien ne soit pas considéré comme important au regard de la religion. Et ça nous renvoie, je pense, aux limites de la dimension déclarative qui sous-tend une part importante de l'enquête Trajectoire et Origine, qui est que effectivement, il est possible que pour un certain nombre de répondants, le fait de manger halal à la maison ne soit pas perçu comme la preuve que la religion a beaucoup d'importance. Voilà, et puis beaucoup d'importance, beaucoup d'importance, très très important, voilà. Enfin, c'est très très mou. C'est assez subjectif, c'est assez relatif. Mais néanmoins, l'écart avec la même démarche déclarative chez les personnes élevées dans des foyers catholiques, je reviens à trois fois plus de personnes qui déclarent que la religion a beaucoup d'importance lorsqu'elles sont élevées dans des foyers musulmans que lorsqu'elles ont été élevées dans des foyers catholiques. Et parce que là aussi, il y a la question de cet écart. Il y a aussi la question de la définition du religieux. Qu'est-ce que la religion pour un musulman ? Qu'est-ce que la religion pour un catholique ? C'est peut-être pas du tout la même chose. D'ailleurs, les musulmans utilisent le mot din, qui est une façon d'être dans le monde. C'est beaucoup plus que simplement un culte. Il me semble que les obligations
religieuses du catholicisme vont beaucoup moins dans le détail de la vie quotidienne et familiale et de la sociabilité Donc là aussi, ça fausse quand même le regard qu'on peut porter sur ça. En fait, ça nous renvoie à une considération que vous connaissez là aussi mieux que moi, Florence, qui est la difficulté de parler du fait religieux au sens large sans aller dans les différences béantes qui existent entre les religions et entre les normes de sociabilité, notamment, qui sont impliquées par ces religions. Oui, on a parlé d'ailleurs avec Rémi Brague sur cette chaîne de cette confusion entre l'islam et le christianisme des Arabes. C'est-à-dire qu'on projette en fait notre propre conception de la religion sur la leur. Non, tout à fait. Et de ce point de vue-là, il me semble que dans le débat public, on pâtit parfois d'une forme d'aveuglement de la part de personnes qui interviennent et qui sont très bien intentionnées, qui sont préoccupées par les questions du communautarisme, de laïcité, autant de questions évidemment légitimes, mais qui pensent qu'on peut les traiter d'abord de manière générale, en considérant qu'il y a les religions avec un R majuscule et collectif, et par ailleurs qu'on peut les traiter sans traiter la question migratoire qui, sur le sujet de l'islam, parce que c'est bien de ça dont on parle, est la question qui sous-tend toutes les autres. C'est-à-dire qu'à l'exception de Mayotte et peut-être de la Réunion dans une certaine mesure très restreinte, il n'y a pas d'islam natif en France. C'est-à-dire que l'implantation de l'islam en France, le fait que la population musulmane en France soit la plus importante d'Europe, est intégralement ou quasi intégralement un résultat des flux migratoires. Et nous n'avons pas de Coran européen, alors. Écoutez, alors... Je fais référence évidemment à ce projet financé par l'Union européenne qui essaie de chercher une origine en fait, européenne dans le Coran ou une origine coranique plutôt chez les Européens. En tout cas, en Europe occidentale, depuis la fin de la reconquête espagnole à la fin du XVe siècle, il n'y a pas d'islam autochtone en Europe occidentale. Ça, c'est intégralement en France et chez nos pays voisins un résultat de l'immigration. Et alors cette immigration, elle commence quand, début du XXe siècle? Alors, de manière significative, elle commence dans les Trente Glorieuses, d'abord avec l'immigration algérienne, pour ce qui est là on parle bien de l'immigration originaire. Mais on a parlé aussi des anciens combattants, des combattants de la guerre 14-18 qui étaient restés, qui ont fondé quelques familles, mais on parle de quoi en fait, c'est statistiquement marginal, on parle de quelques milliers de personnes. Un corps dans les années 1930, on a 9 immigrés sur 10 en France qui viennent d'Europe. Donc l'immigration originaire du monde arabo-musulman, elle est vraiment marginale. Elle commence dans les années 50, d'abord avec l'immigration algérienne, qui est facilitée par le fait qu'à l'époque, l'Algérie est constituée de départements français. Et elle croît fortement dans les années 60 et très fortement à partir des années 70 et le regroupement. Absolument, c'est-à-dire qu'elle croît de manière encore plus forte après l'indépendance. Ça semble paradoxal, mais c'est le cas. Est-ce que vous avez un schéma justement qui montre la croissance? Alors prenons l'immigration algérienne. Oui, alors on a un démarrage de l'immigration algérienne dans les années 50 qui monte assez vite jusqu'en 62. On a une courbe qui accélère encore après 62 et ce qui renvoie d'ailleurs à une idée reçue sur l'accord franco-algérien de 1968. Accord franco-algérien, pour vos auditeurs, c'est cet accord dérogatoire au droit commun de l'immigration qui fait que sur un ensemble de règles relatifs à l'accueil et au séjour des étrangers, le droit commun de l'immigration ne s'applique pas aux ressortissants algériens qui sont régis par cet accord bilatéral entre les deux pays avec des normes qui sont globalement en moyenne plus favorables que le droit commun. Lorsqu'il a été signé en 68, cet accord c'était finalement un accord de régulation. Il visait presque plutôt à tasser les flux de l'immigration algérienne parce que sous le régime précédent, qui était celui des accords d'Évian de 1962, le principe était celui de la libre circulation. C'est-à-dire que les Algériens pouvaient, sous un certain nombre de critères très restreints, venir et s'installer assez librement en France sans avoir les droits politiques, puisqu'ils n'étaient plus citoyens français. Et donc l'accord de 68, finalement, rajoutait des critères de restriction plus forts que le régime précédent. Aujourd'hui, cet accord migratoire franco-algérien, il est plus favorable que le droit commun et son existence pose quand même un certain nombre de questions. Donc cette immigration algérienne, elle s'est poursuivie dans les années 70 et comme toutes les immigrations à partir du milieu des années 70, elle a changé de nature. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé deux choses importantes. En 1974, il y a eu la fin officielle de l'immigration de travail, sachant que cette immigration algérienne, elle avait notamment vocation à fournir une main-d'œuvre nombreuse, à peu près francophone, mais peu qualifiée. C'est une conséquence de la crise pétrolière, hein, c'est important de le C'est ça, absolument. C'est-à-dire que donc, 73, crise pétrolière, 60, donc début du chômage, en tout cas fin progressive du plein emploi.
1974, arrêt officiel de l'immigration de travail qui avait nourri une partie des industries pendant les Trente Glorieuses. On pense évidemment à l'industrie automobile. La question de savoir si c'était une bonne stratégie ou non méritera quand même d'être posée parce que l'industrie automobile française a effectivement reposé sur une main-d'œuvre nombreuse, peu qualifiée et largement immigrée qui était au travail. Ça a pu la désinciter à faire des investissements en capital, en automatisation qui ont été faits par certaines de ses concurrentes à travers le monde. Donc, est-ce que c'est un bon choix ou pas? On peut en discuter, mais en tout cas, c'est un choix qui a été fait. 74, on arrête ça, officiellement, l'immigration de travail. Et en 76, on institutionnalise ce qu'on appelle le regroupement familial, c'est-à-dire le droit pour un étranger qui finalement se sédentarise en France, parmi ceux qui ne repartent pas, parce que l'idée était qu'un certain nombre de ces immigrés étaient des immigrés circulaires qui venaient travailler en France puis repartaient en laissant parfois la place à un immigré originaire du même village qu'eux. Et ça n'a pas les entreprises? Non. Il faut le souligner. Non, absolument. D'ailleurs, le patronat en la matière, notamment certains patronats, secteurs de l'automobile, du BTP, ont joué un rôle important dans la démarche d'ouverture migratoire de la France dans les années 70. Et donc, ce regroupement familial sédentarisé, il avait vocation à permettre à ceux de ces immigrés qui restaient de faire venir leur famille, donc leur famille, en l'occurrence leurs femmes et leurs enfants pour l'essentiel. Et là, on voit qu'il y a un vrai... Pour les stabiliser. Hein. C'est ça, pour les stabiliser. Et on voit à partir de ce moment-là qu'il y a un vrai changement de nature. On est passé d'une immigration qui a été largement à vocation économique et qui était souvent temporaire, circulaire, à une immigration plus sédentarisée, notamment pour ce qui est des immigrés en provenance d'Algérie. Et aujourd'hui encore, là, sur les derniers chiffres comparatifs qu'on a de l'OCDE, qui sont une période de 15 ans, 2005-2020, la France est le pays qui a accueilli l'immigration la plus largement pour motif familial de toute l'Europe de l'Ouest. C'était 40% du total des entrées d'immigrés permanents contre 10% pour le motif travail. Et cette part d'immigration familiale, aujourd'hui, elle est encore prépondérante dans l'immigration algérienne, par exemple. Donc, l'immigration algérienne s'est vue adosser dans les années 60-70 progressivement d'autres immigrations marocaines, par exemple. Oui. Notamment très importante, et dans l'ouest de la France en particulier. C'est ça. Et aussi un peu dans le sud avec le secteur agricole qui a eu recours à des travailleurs marocains en nombre assez important. La première immigration turque aussi, il y a eu un accord de main-d'œuvre entre la France et la Turquie dans les années 60. Et donc, on a assisté sur la façade est dans les années 70 à l'arrivée de cette première immigration turque, notamment en Alsace, en Lorraine et dans toute la façade industrielle en fait, de l'est de la France. Et à partir des années 70-80, on a vu arriver une immigration musulmane originaire cette fois-ci plutôt d'Afrique sahélienne, donc l'Afrique hors Maghreb musulmane, le Mali, le Sénégal. Et donc c'est finalement ces couches successives qui se sont consolidées. La dernière couche finalement dans ce paysage migratoire musulman en France, ça a été au cours des années 2000 et 2010 l'impact puissant du droit d'asile. Et ça, on le retrouve notamment dans le fait que j'évoquais précédemment, qui est que le nombre d'immigrés originaires du Moyen-Orient, donc Irak, Syrie, Liban, Yémen, en France a doublé depuis le milieu des années 2000. On a aujourd'hui... Donc les règles n'ont pas changé, c'est simplement qu'il y a eu plus de demandes d'asile. C'est ça, il y a eu plus de demandes d'asile. Et de ce point de vue-là, l'asile, c'est à la fois le canal d'immigration qui est en plus forte croissance, à la fois pour ce qui est des demandes et pour ce qui est des statuts de réfugiés ou de protection subsidiaire accordés, et celui sur lequel le politique a le moins de contrôle. C'est-à-dire que si on ne regarde que les personnes qui ont obtenu l'asile, on avait à la fin 2023 en France 600 000 bénéficiaires du droit d'asile, c'est-à-dire des gens qui avaient soit un statut de réfugié, soit un statut qu'on appelle de protection subsidiaire, donc c'est un autre type de droit d'asile. C'est quasiment 1% de la population du territoire. C'est 10% de la population étrangère en France, parce qu'il y a environ 5,3 millions d'étrangers en France. Donc, 1% d'entre eux 10% d'entre eux sont des bénéficiaires du droit d'asile. 600 000, c'est 3 fois plus que 10 ans avant. Donc, c'est un canal d'immigration en forte croissance et qui produit en quelque sorte des diasporas inattendues sur le territoire national. C'est le cas des Syriens. C'est le cas de manière beaucoup plus nombreuse en France des Afghans. Si on a aujourd'hui presque 100 000 Afghans en France, c'est quasiment intégralement du fait du droit d'asile, et ça implique là aussi une distance dans les normes religieuses et culturelles qui est sans doute encore plus marquée qu'avec les populations originaires du Maghreb, parce que j'en reviens au Pew Research Center. Le Pew Research Center avait en 2017 fait une grande enquête dans différents pays musulmans sur l'adhésion à un certain nombre d'idées ou de principes, par exemple le fait que la charia devait être la base de la loi fondamentale du pays. Il y avait plus de 90% des Afghans interrogés qui se déclaraient favorables à une telle démarche. Et aujourd'hui, ce qui est assez notable d'ailleurs, c'est que parmi les Afghans qu'on reçoit en France, on pourrait supposer qu'on aurait eu ou reçu beaucoup de femmes,
parce que la situation des femmes en Afghanistan est ce qu'elle est, elle est dramatique. Et d'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne, à l'automne 2024, a estimé que l'ensemble des femmes afghanes en tant que telles étaient éligibles à l'asile, parce que la situation des femmes est ce qu'elle est. Et pour autant, la demande d'asile des Afghans en France, elle est à plus de 80% masculine. Donc ça implique aussi un certain nombre de questions, parce que finalement, y compris parmi les Afghans qui demandent et obtiennent l'asile en France, quel est le rapport aux femmes ? Quel est le rapport à la violence dans une société qui a été travaillée par des guerres terribles depuis au moins les années 80 ? Quel est le rapport à l'altérité religieuse ? Ça implique aussi de nouvelles questions sur la façon dont on gère le lien entre immigration et islam, parce qu'on n'est plus seulement sur le modèle classique de l'islam algérien ou marocain. On pourrait parler de l'islam pakistanais aussi, qui se développe en France et qui est très corrélé au flux en provenance d'Asie du Sud. Tout cela crée des types d'islam et des types de pratiques culturelles adossées à l'islam qui sont inédites, y compris dans l'histoire migratoire récente de la France. Donc ça m'amène à notre dernier volet sur l'assimilation. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que la tendance, effectivement, va nous empêcher purement et simplement d'assimiler les nouveaux, pas seulement les réfugiés, mais aussi tous ceux qui sont déjà là ? Parce que ça, effectivement, les réactions produites par les violences commises, elles touchent l'ensemble de la population musulmane. C'est ce que d'autres ont construit comme derrière l'idée d'islamophobie. C'est-à-dire on se sert d'une certaine manière de certains faits de société pour finalement stigmatiser une population générale. Est-ce que c'est une lecture juste des choses, d'après vous ? En tout cas, ce qui me semble assez évident, c'est que non seulement la poursuite, mais l'accélération des flux migratoires ne facilite pas ce processus d'intégration. C'est le moins qu'on puisse dire, y compris pour les deuxième ou troisième générations. L'assimilation, d'un point de vue statistique et objectif, elle est difficile à estimer parce que c'est un peu comme l'importance donnée à la religion. Vous voyez, il n'y a pas d'indicateur parfait d'assimilation sur l'échelle qui irait de 1 à 10. Ce qui est certain, c'est que la consolidation continue des diasporas par l'arrivée directe d'une nouvelle première génération, finalement, ne facilite pas le travail d'intégration globale dans le corps social. Et là-dessus s'ajoutent des phénomènes économiques et sociaux qui jouent un rôle important. Pour ne prendre qu'un exemple, celui du logement social, on a en France environ la moitié des immigrés originaires d'Algérie qui vivent en logement social. C'est plus de 4 fois plus que les personnes sans ascendance migratoire. Des chiffres au-delà de 40% pour les immigrés marocains ou tunisiens. 57% des immigrés d'Afrique sahélienne, donc des pays musulmans d'Afrique, le Sénégal, le Mali, la Guinée. On se rend compte qu'à la deuxième génération, la part est quasiment aussi élevée. C'est 44% des descendants d'immigrés d'Algérie qui vivent en logement social. Il faut un effet d'éviction. Et puis il y a aussi un effet finalement de silotage de ces populations, de sédentarisation dans le logement social, qui ne joue pas en faveur du processus d'intégration. C'est évident. Quand on prend le cas de l'Afrique sahélienne, on se rend compte que la deuxième génération vit encore plus souvent en logement social que la première. C'est 63% contre 57%. Et évidemment, ces éléments économiques et sociaux, ils renvoient de manière souvent assez juste à la question globale de l'intégration dans la société française. L'avantage des indicateurs économiques et sociaux, c'est qu'ils sont quand même plus facilement objectivables. C'est vrai, mais enfin, on se bat quand même pour objectiver toutes ces données. Est-ce qu'il ne serait pas, et ça sera ma dernière question, avantageux de faire des statistiques religieuses et ethniques, malgré, bien sûr, le fait qu'on rompt avec le modèle républicain ? Moi, je suis assez favorable à tout ce qui peut contribuer à la connaissance. Ça parce que vous êtes aussi bien sûr. D'abord parce que c'est mon métier, donc je suis un peu jugé parti. Mais de manière générale... Mais en tant que citoyen. En tant que citoyen, je pense qu'on se fait des frayeurs indues en considérant que avoir des appareils de statistiques migratoires plus fins ou religieux plus fins, ce serait ouvrir demain la porte à des distinctions juridiques en fonction de l'origine migratoire des personnes. J'y reviens, l'INSEE a tout un appareil statistique sur immigrés, descendants d'immigrés, deuxième, troisième génération. Simplement, oui, mais le fait que quand vous recevez votre feuille de recensement, vous ayez à cocher une case comme ça produit des effets. Je suis noir, je suis... Alors, je sais pas comment on pourrait poser les questions, mais est-ce que ça va pas inciter simplement les gens à se situer par rapport à leur identité ? Écoutez, moi, c'est ça la rupture avec la République. J'ai le sentiment qu'on a déjà affaire à un phénomène de ce type-là, et que finalement cette volonté de ne pas assigner les gens dans leur groupe migratoire d'origine, qui est évidemment tout à fait légitime, elle me semble parfois être le masque un peu pudique d'une stratégie que Michel Tribala a résumée sous l'expression les yeux grands fermés. Et cette idée que finalement la meilleure façon de ne pas aggraver un problème, c'est de ne pas le voir, ou c'est de ne pas vouloir le voir.
Moi, je pense en la matière que la société française est devenue diverse sur le plan migratoire, sur le plan religieux. D'aucuns peuvent s'en réjouir, d'autres peuvent le déplorer. Il se trouve que c'est le cas. Et que si on veut tracer les voies et moyens de maintenir une cohésion sociale dans cette société diverse, on ne fera pas l'économie de l'ensemble des indicateurs qui permettent de tracer les réalités de cette diversité. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti, merci pour ces éclairages.